Ok, alors je pense qu'on va pouvoir commencer. Est-ce qu'il y a des problèmes de son? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend? M'envoyer peut-être un message, soit sur le chat, si vous voyez, si vous pouvez, je sais pas s'il faut avoir un compte. Signalez-moi s'il y a des problèmes de son dans tous les cas. Envoyez-moi un message quelqu'un. Non, c'est bon, apparemment ça marche. Ok, on te voit. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Vous m'entendez tous bien? Je t'entends bien? Ok. Bon, s'il y a le moins de soucis, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais garder le système de double écran pendant que je parlerai, ou même sur le portable, je verrai. Donc s'il y a un problème de son à un moment ou quoi que ce soit, il faut me dire, comme ça j'essaie d'ajuster. Alors, je vais commencer. Déjà, bonjour tout le monde, merci d'être là. Je fais un rapide salut à Patrice, qui m'a proposé de me prêter au jeu du live stream pendant 1 heure, et que je remercie pour sa confiance. Je salue aussi Frédéric, sans qui je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer Patrice. Donc je prends cette proposition de carte blanche comme une occasion de parler de travaux d'écriture, notamment du processus d'inspiration qui est en ce moment très contraint par la quarantaine, parce que c'est un peu ce que Patrice a suggéré. Donc je lirai des textes que j'aime bien et des textes, je veux dire d'auteurs que vous connaissez probablement ou que j'espère pouvoir vous faire découvrir, ou des textes de création personnelle. Donc ces derniers textes sont assez peu nombreux, ils essaient de démarrer quelque chose, il reste encore à construire, donc ils demandent beaucoup d'indulgence. Donc je conduirai mon propos et mon témoignage autour du titre question que vous connaissez déjà, qui est le génie créole, point d'interrogation. Donc je ne tâcherai pas de répondre méthodiquement à cette question à l'aide d'un corpus que j'aurai épluché ou d'une généalogie critique de cette interrogation. Ce que je veux faire, en mettant en suspens cette question, c'est plutôt poser une condition de démarrage, un mystère qui fait commencer l'écriture dans mon cas, éventuellement qui la supporte ou parfois même qui l'a fait achoper. Donc ces idées de soutien et d'achoppement, je les illustrerai d'ailleurs avec des exemples de textes que j'ai écrits et qui me semblent témoigner soit d'un défaut, soit d'une présence. Alors je pose cette question avec le terme ambigu de génie exprès, au moins pour faire retentir deux sens du mot. Donc d'abord, on pourrait dire génie créole, en parlant, comme on parle par exemple du génie d'une langue, du génie d'un siècle ou d'un pays, pour les spécificités qu'on lui reconnaît, être propre. Mais on pourrait aussi parler de génie créole cette fois avec l'emphase, enfin c'est un titre un peu pompeux que j'ai choisi exprès, et du coup avec l'emphase que l'étymologie ou même une certaine filiation littéraire a donné au terme. Donc je fais très très brièvement une sorte de petit aparté étymologique pas bien sérieux, mais pour vous donner une idée de ce que charrie le mot. Donc le latin genius évoquerait un dieu ou un esprit qui conçoit et engendre, donc c'est vraiment l'idée de générer. Encore qu'on ne sache pas très bien identifier si l'origine du latin elle-même, qui est apparemment une dérivation de l'arabe djinn qui veut dire démon, donc un démon bon ou mauvais. Donc, et on n'arrive pas très bien à identifier cette origine-là, ou même les altérations de sens qui ont fait passer le mot de génie du domaine extra-humain au domaine humain ou au domaine linguistique, comme je disais, génie de la langue. On dit qu'en français, la première occurrence serait celle de Rabelais, donc en 1532, et que justement c'est le latin genius qui est transplanté. Puis plus tard, au XVIIe siècle, il est appliqué dans le cas des êtres humains pour désigner les êtres d'exception. Enfin, ce qu'on a gardé aujourd'hui qui a été bien cristallisé après l'idée de génie par les romantiques. Et pour l'affiliation littéraire que j'évoquais avec l'idée d'emphase, je pensais au problème numéro 30 d'Aristote, l'homme de génie, la mélancolie, qui de la même façon a beaucoup inspiré les littératures européennes, donc les mouvances dites romantiques, même après les modernités poétiques de fin de siècle. Donc je laisse à dessein résonner tous ces échos, dont le mot des génies est lourdement chargé, mais sans préférer une hérédité, ni entamer de coupures nettes vis-à-vis de tous ces démons que j'aime bien imaginer hanter les recoins de chambre dans lesquels j'écris, ou se nicher malicieusement
dans les écrits que je lirai aussi, et qui me servent d'exemple, de point d'appui. Alors, dès que je laisse proliférer ces lianes, toutes ces lianes du génie créole, j'en identifie très mal les souches. Là, j'essaye de filer une espèce de métaphore un peu vaseuse botanique. Donc d'abord, je me demande si, en parlant de génie créole, de créolité, je me demande si je parle d'une espèce endémique ou indigène. Donc, de quelle région je parle? Je me rappelle par exemple la liane d'olive, que vous pouvez chercher une image, hein, si vous voulez en même temps, la liane d'olive, qui partage la finesse de son feuillage avec l'olivier méditerranéen, et qui pourtant, comme toutes les espèces endémiques, ne peut croître que sur un arbre précis, donc la branche du bois d'olive, qui est endémiquement réunionnais. Je peux aussi rappeler à mon souvenir d'autres espèces, comme les palmistes rouges, qui sont endémiques des Mascareignes, ou cette fois du côté de la flore indigène, le bois manioc par exemple, qui a des feuilles grasses, des petites baies globuleuses. Donc plusieurs paroles soutiennent ou fabriquent les souvenirs d'enfance que je me tisse avec ces lianes. Et parmi ces paroles, d'ailleurs, il y a quelques livres qui m'inspirent. Par exemple, il y a ce petit manuel illustré de la route ombragée, que j'aime beaucoup. Voilà, là, qui décrit plein d'espèces, tout un tas d'espèces. Je pense aussi à ce livre que je vous conseille, Les îles du paradis, l'invention de l'écologie au Colodie, donc 1660-1854. C'est pas extrêmement convaincant sur le plan de la théorie, mais ça a donné lieu ensuite à une suite d'études sur la botanique et puis sur la question écologique moderne que j'aime bien. Après, je pense de façon un peu plus insolite, par exemple, à ce livre de Giono, qui est un petit bijou. Je fais un petit clin d'œil à ce bijou. C'était une commande d'un magazine américain en 1953. Le thème, c'était raconter le personnage le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Et donc, ça a donné ça, qui est assez extraordinaire. Donc, à force de proliférer toutes les lianes dont je parlais, je finis même par me réjouir de mal les identifier. Donc, je pourrais m'intéresser à ce qui relève de l'endémique, c'est-à-dire une créolité réunionnaise, par exemple. Mais cela reviendrait à extraire artificiellement des espèces voisinant avec d'autres créolités au sein d'une forêt très touffue et tout aussi bien parsemée de plantes indigènes, d'une faune exotique. Donc ce que je préfère faire, c'est me résoudre à la densité de la forêt, à une totalité monde. Cette fois, notamment en rejoignant Jean-Bernard Gray, Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau, le grand Chamoiseau. Donc je les rejoins là en 1989 avec leur éloge de la créolité. Une très belle parution. Et je me contente de lire ici juste les quelques mots, un passage du prologue, l'ouverture du prologue. Alors, ni européens, ni africains, ni asiatiques, nous nous proclamons créoles. Cela sera pour nous une attitude intérieure, mieux, une vigilance, ou mieux encore, je regarde un message que j'ai reçu, ou mieux encore, une sorte d'enveloppe mentale au mi-temps de laquelle se bâtira notre monde en pleine conscience du monde. Ces paroles que nous vous transmettons ne relèvent pas de la théorie, ni de principes savants. Elles branchent au témoignage. Elles procèdent d'une expérience stérile que nous avons connue avant de nous attacher à réenclencher notre potentiel créatif et de mettre en branle l'expression de ce que nous sommes. Elle ne s'adresse pas aux seuls écrivains, mais à tout concepteur de notre espace. L'archipel et ses contreforts de terre ferme, les immensités continentales. Dans quelque discipline que ce soit, en quête douloureuse d'une pensée plus fertile, d'une expression plus juste, d'une esthétique plus vraie. Puisse ce positionnement leur servir comme il nous sert, puisse-t-il participer à l'émergence, ici et là, de verticalité qui se soutiendrait de l'identité créole, tout en élucidant cette dernière, nous ouvrant, de ce fait, les tracés du monde et de la liberté. Donc ça, c'est aussi une très belle édition. Je sais pas si on peut encore la trouver, c'est une édition bilingue en fait. Il y a la version bilingue du texte, elle est très très belle. Voilà, je la montre. Donc si je faisais une étude sérieuse, je prendrais évidemment comme point d'appui, ou peut-être même
comme point de départ ce livre. J'observerai par exemple le dialogue que ce livre entretient avec la créolité, que la théorie de la créolité entretient avec celle de la créolisation d'Édouard Glissant. Et au lieu de cela, je préfère poursuivre une errance, un nomadisme, une certaine anarchie, à la manière, par exemple, d'un linguiste expérimental arraché de son université de dépendance, fut-elle lomonovossienne, c'est-à-dire russe ou béninoise, à tout hasard. Je préfère cette errance-là, qui me conduit jusqu'à une feuille de Glissant cette fois, une feuille qui apparaît dans la Cohue du Lamentin. Donc ça, c'est un ouvrage assez récent dans la bibliographie de Glissant, 2005. Et c'est une page très courte en fait, pour moi c'est un poème je dirais. Donc ça s'appelle Paysage. Je ne sais pas à quel âge, dans mon très jeune temps, j'ai rêvé d'avoir développé un texte qui s'enroulait innocemment, mais dans une drue manière de triomphe sur lui-même, jusqu'à engendrer au fur et à mesure ses propres sens. La répétition en était le fil, avec cette imperceptible déviance qui fait avancer. Dans ce que j'écris, j'ai poursuivi ce texte. Je m'ennuie encore de ne pas retrouver l'an allemand tant tourbillonnant qu'il créait, qui semblait fouiller dans une brousse et dévaler des volcans. Mais j'en rapporte comme une ombre parfois, qui relie entre elles les quelques roches de mots que j'entasse au large d'un tel paysage. Oui, une brousse, sommet d'un volcan. Donc voilà que les lianes ont entamé leur poussée jusqu'à un rivage de sable noir, peut-être un rivage, celui de l'étang Salé, au sud-ouest de La Réunion, peut-être avec Glissant à Lens-Couleuvre, ça c'est au nord de la Martinique, une belle plage de sable noir, ou encore dans ce légendaire Fort Jeanvrin, que d'aucuns situent soit au large de la Cornouaille, soit sur l'île Désirée, non loin du quartier français d'Abidjan, sur une terre qui ignore l'alignement au cadastre, la consignation écrite des agitations sédentaires. Donc là, sur cette plage, en même temps que je perçois la rumeur des rouleaux qui s'abattent, j'entends bien que l'expression de génie créole se part d'une multitude d'accents. Par exemple, mauricien, haïtien tout aussi bien, guadeloupéen, séchellois. Donc je me rends compte que je questionne un héritage mondial. Ou pour estimer et peser les conflits autrement, je peux dire, je me rends compte que je questionne des ascendances créoles en pensant dans un idiolecte de l'Île-de-France. Donc ici, j'aimerais évoquer la langue des pierres, une théorie que je crois avoir lue sous la forme d'une nouvelle non publiée et de plumes anonymes. Mais mon souvenir est sableux comme une terre friable, donc je pense qu'il vaut mieux passer sous silence cette disparition. Alors je parlais tout à l'heure de défaut ou de présence. Pour moi qui écris loin de mon île natale et qui ai renforcé mes liens d'attache par la mise en relief ou en danger d'une vulnérabilité particulière, une bonne partie de cette aventure réside dans le mirage. Et il y a parfois aussi des expériences d'échouage. Donc je commence évidemment par ça. C'est le cas de quelques vers qui étaient parus dans une revue haïtienne d'Ocris. En fait, je salue cette revue dont le 3e numéro tarde pas à paraître. Et puis j'avais envie de lui rendre un peu hommage aussi, même si le texte est très mauvais. Donc c'était surtout par méconnaissance et puis par précipitation. Et je vais seulement faire retentir une partie tronquée de cette dissonance en fait. C'est la fin, voilà, c'était un poème comme ça, miroir. Donc je fais seulement dire les derniers vers. Miroir, dis-moi, m'inventes-tu de jour en heure ou de tige en saillie, de canne en pied ou de palme en horaire? Un coup ici,
l'autre par là, selon la longueur d'une racine ou l'enroulé d'un souvenir, la discrétion d'un héritage, la collection de mes flacons, la tradition des cheveux longs, l'ébullition d'un héritage. Donc là, de toute évidence, aucun génie créole, aucun génie créole à l'œuvre, et même aucun génie tout court, si je peux m'accorder cette remontrance. À l'inverse, donc ça c'est pour illustrer ce que j'appelais tout à l'heure les défauts. À l'inverse, une voix émerge par exemple de fragments publiés dans la revue Indigo. Ça c'est le numéro 3. Il y a le numéro 5 qui va bientôt paraître. Et là, il y a une présence en fait. Quand je parlais de défaut de présence, je crois qu'il y a une présence dans ces quelques fragments. Alors, c'était un ensemble de fragments que j'avais publié sous le titre Îlot. Ni ancien ni nouveau monde, rien que des froissements. Ce ne peut pas être une île, ceci que les cartes impriment à la chute de l'Afrique, à la pointe du grand océan de l'Inde, aller jusqu'à Madagascar. Tout au plus, une goutte duplique à la Maurice Reine, dirent-ils, une négligence quelconque, l'éclaboussure d'une touche où manquait l'attention. C'est le propre des formations volcaniques d'endurer le temps, de l'engloutir dans leur fournaise, de cracher magma et de recommencer sans fin. La sédentarité dans la langue participe la première de la pétrification de la pensée. Pourtant, le pouvoir de séduction d'un idiome statuaire n'est pas à mépriser. La parole est la forme de respiration la plus aboutie dans son mariage avec la ruine. C'est pourquoi nulle puissance de dévastation n'a raison des langues créoles. D'ailleurs, si celles-ci venaient à s'incarner, elles iraient chantant « Désolation est le prénom de nos vertiges, amour, celui de nos torrents. » Le grand imprévu des viols coloniaux est d'avoir enfanté. La créolité ne peut au mieux désigner qu'un agrégat d'individus, ensemble mixte et lacunaire. La carence définitoire d'un tel groupe ne saurait se résoudre par un bilan historique, non entamé à ce jour, ou par une indemnité territoriale. La plupart des physionomies créoles font penser à des sortes de plantes vénéneuses, surgies de fissures que la terre aurait insinuées dans son bouillon de lave originel. Beaucoup s'épanouissent après la faille où leur croissance prend pied, et leur visage est beau d'être raviné sans considération d'âge. J'ai croisé plus d'une fois ces bêtes solides, pareilles à des bidons de pluie de la taille d'un homme, où l'eau peine à monter, goutte par goutte, pour finir par s'effondrer généreusement à l'occasion d'une bourrasque. À la fin, c'est là l'écho le plus juste d'un tel toin-toin. L'impossible coïncidence d'une foule de corps, avec ces quelques pièces de miroir fendues par le milieu. Et puis un dernier fragment peut-être. À l'encontre d'un mouvoir donné, une vive tentation de dérive encline à supplanter les tracés. Il faudrait accueillir de même cette vacance marronne. Bon, pour voir à quel point... comment c'est présenté en fait, ça se présente comme ça, avec des astérisques à chaque fois. Évidemment, à la lecture, j'aurais dû laisser plus de silence parfois, mais je pense qu'il y a beaucoup à lire et j'ai un petit peu accéléré exprès. Donc ce qui manquait tout à l'heure, peut-être ici a un peu retenti, ce que j'appelais une présence et qu'on pourrait peut-être pompeusement remplacer par le mot de poème. Donc je rencontrais un jour un animal du nom d'Oscar ou de Dune, et c'est ce qui me soutint très fermement, je m'en rappelle, le poème est une prière. Donc c'est une phrase qui m'a marquée, qui tout de suite m'a fait m'envoler de cette pinède où notre conversation avait retenti. Et je me sentais transformée par cet écho, par l'écho que cette évidence insinuait dans les airs, avant de pouvoir répliquer quoi que ce soit. Et ça m'a fait atterrir avec Saint John Perse, donc c'est-à-dire un peu nulle part, ou alors en Guadeloupe, ou nulle part. Et puis,
J'ai atterri ici, dans Éloge. Oh, j'ai lieu de louer mon front sous des mains jaunes. Mon front te souvient-il de nocturnes sueurs, du minuit vain de fièvre et d'un goût de citerne, et des fleurs d'aube bleue à danser sur les criques du matin, et de l'heure midi, plus sonore qu'un moustique, et des flèches lancées par la mer de couleurs. Oh, j'ai lieu de louer, oh, j'ai lieu de louer. Il y avait à quai de hauts navires à musique, il y avait des promontoires de campèche, des fruits de bois qui éclataient. Mais qu'a-t-on fait des hauts navires à musique qu'il y avait à quai? Palme. Alors, une mer plus crédule et hantée d'invisibles départs, étagée comme un ciel au-dessus des vergers, se gorgeait de fruits d'or, de poissons violets et d'oiseaux. Alors, des parfums plus affables, frayant aux cimes les plus fastes, ébruitaient ce souffle d'un autre âge, et par le seul artifice du cannelier au jardin de mon père, ô feinte, glorieux d'écailles et d'armures, un monde trouble, déliré. Ô j'ai lieu de louer, ô fables généreuses, ô table d'abondance. Alors je lis un... Enfin ça c'est un éloge ou une prière. Moi je me résous à cette idée. Et je me plais d'ailleurs aussi à appeler ce genre de rumination un souvenir d'enfance. Donc je lis un autre éloge léger que certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu. Ça s'appelle Guérison par le sommeil. Sur la pleine efflorescence de ma plaie, voilà qu'est venue se reposer une main. Dans un signe de vallonnement ou de brasse, elle fait mine de tresser la paume d'une vanne, en alliant entre elles 1000 filiations de vaquois secs, chutées des palmes agonisantes jusqu'aux ulcères des ravines. Elle sait oindre un vieux secret rapporté d'Inde selon l'archive et qu'on badigeonna longtemps aux cornes blanches des talons. À cet onguent qu'elle gesticule, la blessure répond en bâillant, sans plus nouer les grains de son litige. La cascavelle, sanguine, fournaise lointainement sa docte tessiture tissée de malfaisance. Quel alliage vieilli a tisané ma guérisseuse? Peut-être un peu de feuille cannelle, pied de cerise auquel on arracha le cœur pour le marier à l'odorante citronnelle. À défaut de fahan ou de liane d'olive, le sirupeux remède consiste en feuillage ordinaire, et son peu de branchage est passé au tamis par la main de sorcière qui m'inflige breuvage. Ou dite noire ou dite blanche, cette manière d'insinuation perfuse au buste son coulis de rumeurs roitées, où s'amenuisent allègrement d'ultimes arpèges de lucidité. J'ignore alors si la douleur se trouve sur le point d'éclore ou de choir, boutonnée de la sorte à l'étoffe de dormition. C'est sur ce point de chute molle que se pavane ma paupière, déjà, en somme, semi-ballante, gisante à l'édredon suave, couchée sur sa barbe de maïs. Ainsi va, fauteuse de trouble, la main de l'amante. Elle brousse et rebrousse, merveille d'ensommeillement, puis coulisse une dernière argenture à la lèvre charnue d'une plaie de naissance. Bon, alors là, après déclamation, je peux avouer que cette dernière prière n'est pas du tout regardée comme un manuscrit de Saint John Perse. Bon, on peut dire soit qu'il est apocryphe, soit que c'est moi qui l'ai écrit pendant cette quarantaine, alors que le mal de l'intérieur et le mal d'amour sapaient plaisamment le peu de raison qu'il me restait, en nouant leur ouvrage à la suspension du temps linéaire. Cette dernière expression pourrait me permettre de lire du Benjamin, mais c'est ce que je ne ferai pas. Revenant au titre dont j'ai affublé cette des prises de parole, je me dis qu'on pourrait penser qu'il y a quelque chose de polémique dans ce point d'interrogation posé après l'expression de Jenny Créole.
comme si le terme noble s'accommodait bien mal d'une juxtaposition forcée, ou bien qu'une lucidité s'était mise au travail un matin avec l'idée de retracer une histoire de l'identification à un territoire et une langue donnée, notamment, entre autres, à la poursuite d'un brasier persistant dans le foyer duquel meurent discrètement les derniers avatars de la naturalisation du sentiment patriotique. Bon, il n'est ici pourtant question de rien de tout cela, puisqu'en plus de n'être en rien une étude sérieuse, ces tremblements auxquels je me livre ne relèvent pas de l'étude tout court, mais plutôt d'une suite d'essais ou d'erreurs à l'agencement variable, et à laquelle une activité de recomposition ne cesse de donner de nouvelles insinuations. Manière compliquée de dire que l'écriture laisse beaucoup de place à l'improvisation. Pareilles insinuations ont déjà pu être observées, par exemple, dans un téléfilm documentaire que j'ai renommé Les Griffes de Gilles, et dans lequel on voit pendant beaucoup d'heures un bien obscur philosophe égrener un abécédaire prétexte à la monstration de ses cornes de kératine menaçantes, avec lesquelles il a dû plus d'une fois, on le suppose, infliger quelques corrections à une étudiante. Alors, il n'est pas de mon devoir d'impesantir trop longtemps sur cette remémoration, et qui pourrait me faire glisser aléatoirement et assez indéfiniment vers d'autres cicatrices que les corps exposent comme des conservatoires. Par exemple, une épaule cassée, ou alors un coup de débit. Parfois, on peut vraiment se démettre le coude très facilement, de façon très très bête. Ou par exemple aussi vers cette douleur sanguine qui est causée par l'absorption excessive d'alcool ou de soda breton ou corse. Voilà, c'est ce que certains corps conservent en mémoire. Bon, arrivé à cette profondeur de gorge, il devient évident qu'il serait malvenu de quêter le contresens à dessein. Quand l'erreur advient, elle fait souvent dévier une course naïve ou elle provoque une chute d'éboulis. Parfois, heureusement, elle renforce de façon inattendue l'élan initial. Donc, des rumeurs infondées tentent de répandre l'idée que Robinson s'occupe davantage de fromage que de récits ou de poésie. C'est oublier bien vite que cet idiot de Robinson ne se serait pas fourré dans une telle galère si justement il n'était pas complètement aliéné par un récit, voire même, et c'est pire, s'il n'était pas aliéné par le récit. Donc c'est l'image d'une impasse de ronces qu'il nous suffit de brûler pour nous rendre compte de son peu de consistance. Alors, la recherche ou l'affirmation d'un ou du génie créole, l'accumulation d'erreurs a pu être telle qu'elle s'est naturellement fichée à l'énergie qui animait le pas du marcheur. On s'est rendu compte qu'un assistant de botanique zélé répondait au nom de Jeanne Barré et que Philibert Commerson avait magnifiquement filouté le comte de Bougainville. Ça, c'était sur La Boudeuse. Je vous renvoie à cet épisode si vous ne le connaissez pas. On s'est aussi rendu compte que l'auteur Marius Harry Leblond possédait 2 mains droites. Donc, il y avait celle de l'écrivain et critique d'art réunionnais Georges Athénas et celle de l'écrivain et critique d'art réunionnais Aimé Merlot. Ils étaient tous 2 coussins. On se plaît à rêver à une 3e main droite qui pourrait apparaître, par exemple celle d'un écrivain et critique d'art américain qui s'appellerait, je sais pas, Robert IV. Enfin, on se plaît à rêver des choses comme ça. Alors, une histoire frauduleuse de l'île de la Réunion oublierait de nous rappeler la survie miraculeuse des marrons dans les bois et se focaliserait par hasard sur la propriété de Madame Despassins, un épisode de ce type-là. Là, justement, je donne un indice sur les erreurs que j'ai déjà pu identifier. Donc, il paraît que cette île de l'Ouest, que les navigateurs arabes appelaient Dina Morgaba, dort paisiblement dans un sommeil départemental qui continuerait jusqu'à aujourd'hui. Alors là, j'aimerais, pour illustrer l'erreur dont je parlais, la focalisation sur Madame Despassins, renvoyer à l'ouvrage de Sam Long. Je lis un court extrait, parce qu'en plus c'est assez malhonnête, parce que ce livre-là, j'en ai lu que le début. Donc je peux lire que le début de toute façon, mais c'est malhonnête de faire ça et ça me plaît.
Alors, pour donner une idée sur ce que j'ai identifié comme un défaut, on parle d'une plantation. Tous ces noirs de pioche ne savaient plus que la liberté existait quelque part, en eux, au-delà des champs, de la forêt. De ce fait, s'ils avaient peur du maître, ils craignaient davantage encore l'appel de la montagne, là-bas où ils n'auraient plus ni toit, ni famille, ni vêtements, ni nourriture, ni protection. Là-bas était le pays de la mort, et il leur était plus doux de mourir sur la plantation. Tous avaient appris à craindre la discipline rigoureuse du maître. Malgaches arrêtés de la côte est de la Grande Île, d'Antongil, de Foule-Pointe et de Tamatave, Cafres de Mozambique, Créoles et Indiens. On leur avait tout enlevé, ils avaient tout perdu. Ils étaient des bêtes de somme, ils étaient ceux qui vivaient là-bas dans le camp, un là-bas qui se fixait hors du temps. On leur donnait un nom d'emprunt, le maître ignorait l'âge de beaucoup d'entre eux. Les points de repère dans le temps étaient la naissance d'un enfant au moment de la récolte de maïs, un accident survenu lors du séchage du café, une mort au moment de la pleine lune, l'arrestation d'un noir marron, un séjour en prison, une nuit de mise au bloc, une grosse pluie. Au bout d'une année, et même au bout de quelques mois, on ne savait plus s'il était bien question de tel événement ou de tel autre, mais qu'importe. L'esclave se donnait un passé et ne désirait rien d'autre. L'avenir n'existait pas, le présent appartenait au maître. Donc là, encore dans ce début, en tout cas du roman de Sam Long, pour moi, il est difficile de ne pas considérer toute la part de défaut qui a fermenté dans ce début de roman. Non par méconnaissance, comme je disais tout à l'heure, j'accusais le poème par méconnaissance. Là, au contraire, c'est plutôt par un retournement de vis, hein, c'est par connaissance, j'ai l'impression que ça pêche. Et je relève ce passage exprès pour sa carence imaginative, qu'on peut combler par beaucoup de travaux qui ont vu le jour aujourd'hui, notamment ceux de Madame Ciliane Larcher, qui est une chercheuse au CNRS qui fait un très très beau travail autour de la mémoire des esclaves. Et je peux d'ailleurs donner un éclairage avec un entretien que cette Ciliane Larcher a eu avec Patrick Chamoiseau, donc c'était en 2007 pour le numéro 29 de la revue Cité. Et ça va évidemment rebondir avec cette idée et cette question de génie créole. Donc elle pose la question: comment définissez-vous le rôle de l'écrivain dans le contexte de la société martiniquaise d'aujourd'hui? Quelle serait selon vous votre mission en tant qu'écrivain? Donc le brave Chamoiseau répond: on peut parler de littérature à différents niveaux. D'abord, fondamentalement, la littérature n'est au service de rien. Elle n'a pas de mission. En ce qui me concerne, la seule mission que j'assignerais à la littérature, ce serait de mieux comprendre ce qu'est la littérature. Lorsque j'écris, c'est essentiellement pour mieux comprendre ce qu'est la littérature. Pourquoi est-il important d'avoir une littérature? Parce que son mode d'apparition s'effectue dans un espace qui est celui de la connaissance de nous-mêmes, du vivant. Nous sommes situés entre deux grands mystères, l'infiniment grand et l'infiniment petit, pratiquement inatteignables pour notre conscience et notre équipement humain. Nous sommes en outre confrontés au tragique de l'existence, à la mort. Quel sens donner à tout cela? Il me semble que tout ce que l'homme a produit en termes d'imaginaire est une manière de se tenir debout en face de ce mystère et de ce tragique. Dans ces conditions, les arts sont fondamentaux, car on s'aperçoit aujourd'hui que la science ne parvient pas à venir à bout des grands mystères, et que plus on avance de manière scientifique, plus ils prennent de la densité. Il existe donc une attitude, un mode de connaissance, un mode d'existence, une amélioration de soi, qui passe par la production esthétique, par un rapport de plus en plus large à la beauté. La fonction de la littérature est de permettre à l'homme de mieux vivre sa condition et de mieux affronter ses grands mystères. La littérature est un des modes d'accès à la beauté. En plus de ce contexte fondamental, il en existe un autre qui s'impose à l'écrivain contemporain. C'est le deuxième point, il y a 3 points, et ça c'est son deuxième point. Nous passons de ces absolus culturels et identitaires, les peuples solitaires, à une échelle qui est celle de la totalité monde, les peuples reliés, une sorte de méta-peuple. Donc ça, il emprunte aussi beaucoup de sa pensée à Glissant, enfin il la co-construise, disons.
Jusqu'à présent, lorsqu'on avait une littérature, elle était nationale. Balzac pensait que la langue française pouvait épuiser la totalité du réel. Dans ce contexte, la littérature servait à organiser une sorte de cohérence nationale intérieure, culturelle, collective, sociologique. Elle examinait une communauté et créait en son sein un lien. Aujourd'hui, l'échelle de l'écrivain, c'est le monde. La question qui se pose est de savoir comment exister en tant que communauté martiniquaise, à l'échelle du monde, et non pas à l'échelle de la Martinique, de mon clocher, de ma nation, de ma langue, de ma culture et de mes ancêtres. Tous les peuples sont précipités à cette échelle extraordinaire, qui représente à mon avis un stade particulier du développement de l'espèce humaine, peut-être celui qui verra le dépassement de Sapiens Sapiens. Le troisième point de Chamoiseau, c'est celui-ci. Il est très court. Enfin, il existe un dernier contexte qui s'impose à l'écrivain, qui est le lieu dans lequel il se trouve. Nous ne sommes plus dans un territoire ou une nation, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas fermés à la totalité monde. Cette dernière traverse la Martinique, elle traverse les cultures, les problématiques. Cependant, nous sommes dans un lieu, et ce lieu connaît quelques difficultés, notamment une certaine obscurité identitaire, culturelle, historique, une grande menace pesant sur la langue créole. Enfin, une irresponsabilité collective. Je tronque la fin de la réponse parce qu'en fait je vois que je suis en retard là sur mon temps. Donc Chamoiseau, voilà, c'est cette eau claire, rafraîchissante, évidente, essentielle. Je disais que la question de génie activait la fonction de démarrage comme l'huile de moteur active la cuisson du poisson braisé. Donc force est de constater au cours de cette quarantaine qu'il y a beaucoup de fragments qui ont éclos dans la mauvaise serre de ma chambre, comme je pense dans beaucoup de mauvaises serres, stimulés par un génie qui sortait d'une lampe ou qui était habilement convoqué à l'occasion d'une rasade venue flatter mon gosier. Donc à propos de cette coutume qui consiste à allumer des chandelles aussitôt abandonnées, j'avais consigné une note qui m'a fait penser en fait à ce que Chamoiseau évoquait, notamment sur la dernière partie martiniquaise, en disant qu'il y a une obscurité identitaire et une irresponsabilité collective. Et il faut avoir en tête ce contexte-là, sinon ça paraîtra uniquement anecdotique. Je me vois dernièrement comme quelqu'un qui balbutie à peine une amorce de pensée, s'arrête en cours d'articulation par paresse et une sorte de désintérêt soudain envers le phénomène élocutoire, et qui en définitive ne fait rien d'autre que de laisser de rares rayons de soleil balayer sa peau de lézard à la coque coupée. Mes désirs ne me tiennent plus par la gorge. Il s'est développé à l'intérieur de moi une facilité déconcertante à faire naître et mourir à l'infinie quantité de désirs. Je fais naître et mourir mon désir à grande vitesse. Peu de choses persistent. J'allume comme je le peux et comme le ferait quelqu'un d'un feu de paille humide, des souvenirs à moitié fantasmés de désirs que j'ai pu bâtir en d'autres périodes. Je ne verse plus dans l'écriture rapide, de délivrance ou destinée, offerte en quelque sorte. Je calcule, ou plutôt je m'apprête à calculer. Je suis saisie par la vanité de l'opération et je suspends aussitôt l'ensemble des mécanismes dont j'avais cru entamer le procès. Je fais dans le démarrage, je ne sais faire que ça. J'entame, retranchant presque dans le même temps, avant de réfléchir à un nouveau plan d'ouverture. Il y a bien eu des fois où j'ai tenté de poursuivre, mais il va de soi que toute tentative ne fait que relever l'inanité de l'idée, son adaptation innée, native, au format du fragment, ou cette sorte d'obsolescence programmée qui rend la croissance douloureuse et fautive. À force de répéter cette danse préfaciaire n'annonçant aucun propos, j'ai parfois un sentiment quasiment tranquille, voisinant la sérénité, face à l'image de cet amoncellement de boutures auquel je ne peux qu'identifier mes lignes. En parlant à Andrés l'autre jour, je me souviens m'être demandé quelles étaient les conditions de l'espoir. Je continue d'être poursuivi par cette interrogation. Je coupe en fait parce que je suis en retard. Et pourtant, encore une fois, voilà, je ne me sens pas de taille à affronter le monstre. Donc ça, c'est un ouvrage tout à fait inédit. C'est le carnet que Diane m'a offert. Merci Diane pour ce beau carnet taïwanais. Donc je veux revenir sur cette idée de monstre dont je ne peux pas être la rivale. Et l'écho que je disais avec Chamoiseau, c'était irresponsabilité collective, obscurité identitaire aussi. Ça, c'est très intéressant ce qu'il disait. Donc sur ce tic de démarrage visiblement persistant, la notion de commencement, elle a beaucoup énervé les pensées créoles, notamment par rapport à l'idée d'une histoire littéraire neuve, jeune. Voilà, le sentiment de défaut ou le sentiment de réduction, c'était quelque chose qui a été longtemps ressassé.
C'est le sentiment de l'île face au continent ou le morcellement de l'archipel face à la semblance monolithique d'une conquête. L'obsession du commencement et aussi bien celle du recommencement ont modelé les prières auxquelles je m'intéresse. Alors, à quoi sert la caractérisation d'un corpus, ou même la constitution d'un corpus? Ça ne sert pas, évidemment, et à côté de cette réponse existe tout un tas de phrases. Bon, une de ces phrases, par exemple, dit « Parler de génie créole revient à reconnaître un corpus noué autour de tensions semblables, dont l'affirmation d'une spécificité culturelle issue d'un processus de créolisation et la fabrication d'un tissu de voix plus proche du brouhaha que de l'harmonie sont les plus évidentes. Une autre phrase soutient « Le génie créole porte quantité de noms, l'humour en est un, le chant un autre ». La première phrase flirte insolemment avec la notion de modernité, elle-même toute tendue vers la notion de recommencement, voire même vers la notion de fin du recommencement. Et la deuxième phrase m'a été inspirée par ma mère, Marie-Noël, que je salue chaleureusement, et à laquelle je dois beaucoup de ma pensée entortillée. Alors, considérant cette question de corpus comme une fantaisie qui maîtrisée peut trier les plus belles pousses d'un ramage généreux, j'en reconnais l'inlassable beauté. Cet art du mélange, appliqué au fluide, a donné à La Réunion une médecine de tisane, où l'arboriste, au fait du feuillage, et parfois aussi à celui du lancer de sorts, se présente sous le nom de tisaneur en français. Donc le poème que j'ai lu tout à l'heure, Apocryphe de Saint John Perse, que je disais pour rire, en fait non, juste le poème de quarantaine que j'ai lu tout à l'heure, il faisait référence de toute évidence. Et au cours de cette quarantaine, j'ai également tiré un personnage de cette tradition. Alors, je lis un extrait du portrait que j'en donne dans une nouvelle que j'ai commencé à écrire et j'ai vraiment toujours pas réussi à la finir, hélas. C'est dire un peu la paresse dans laquelle je baigne. Alors, un jour, il est arrivé au port un drôle de mufle coiffé d'un feutre sale et chargé d'un rien de bagage. Personne ne l'avait jamais vu auparavant. Il venait à coup sûr accomplir quelques besognes peu pressées, car son premier geste fut de poser sa malle souple à la boutique chinoise et de descendre une dodo bien fraîche, c'est une bière, une dodo, plantée là, sous le porche, comme un habitué taquinant depuis plus de 10 ans la même bretelle de lambrequin. En raison du beau cuir d'airain qu'il portait à la nuque et aux avant-bras, et qu'on devinait roussi à force d'exposition à des frappes de soleil musclées, il ne nous vint pas tout de suite à l'idée qu'il pût appartenir au continent. La blancheur de son poil, en revanche, ne tarda pas à nous faire jaser. Il en avait partout, des touffes brillantes et bien brossées, de ronds bouquets de thym sauvage, d'une floraison qui parcourait amoureusement ses cuisses pleines, son torse éclaté à l'encolure en gerbes joyeuses, son dos de calibre bovin, et même ses narines et ses oreilles, rendues mousseuses par l'écume gourmande. On lui trouva la face un peu sauvage, car il ne donnait pas son bonjour aisément. Par chance, c'était un homme de peu de manie et d'encore moins de mots. La mère de la petite avait dans le temps quelques amis à qui il arrivait de marchander des billets contre un brin d'heure passé à délivrer un peu de nocturne érudition. Je me souviens de ces mots. Elles le trouvent drôle, mais disent que c'est un élégant à sa manière. Il payait son gîte chez Maryse, qui tenait alors une auberge dans la grande rue, réalisait 2 ou 3 besognes pour une poignée de petits sous, ne demandait pas son reste. Ainsi sa présence cessa de surprendre, et on se lassa bientôt de ses questionnements. Au bout de quelques semaines, il quitta le port pour une bricole à arranger à dos d'âme. Nous nous pluvons de lui pendant un moment. Puis sa présence sur l'île me fut rappelée petit à petit et en quelque sorte révélée. J'entendis parler d'un drôle de tisaneur qui brinque-ballait une charrette de ferraille cliquetante et d'herbes fumantes sur le marché forain de Saint-Paul. On m'avait raconté avec grand faste le spectacle de ses pompeuses gesticulations. Il débarquait sur le tard, à 10 heures, muni d'un chariot entièrement recouvert de bottes de feuilles séchées pendues ici ou là. Il entamait bientôt une mélopée roulante dans une sorte de vieux français que l'on aurait dit de sa propre invention, où les rugosités de gorge étaient roulées à l'italienne. Il s'entichait ensuite d'enflammer plusieurs de ses marionnettes herbeuses tout en trimballant sa crèche sur toute la longueur du marché.
On racontait que c'était une procession à lui seul, un grabuge d'encens, de camphre et d'herbage de tous les diables. Une fois qu'il avait décampé, il ne restait de sa présence qu'une série de confettis parsemés au sol, 3 feuilles de pas de poule, une branche de bois d'arnette ou une couronne d'orchidées piétinées. Ce qui me resta le plus secret, c'était que cette rhapsodie, donnée 2 fois la semaine, aimantait à sa boutique une foule zélée de corps malsains et d'âmes endolories par toutes sortes d'insulaires tracas. Le provençal, comme on l'appelait désormais, était un tisaneur du feu de Dieu, un guérisseur plus rusé dans le maillage de plantes et la concoction d'infusions que je n'en avais connu depuis ma propre grand-mère. Ce fut en allant un jour assister à son spectacle sur le marché que je reconnus ce vieux gars débarqué il y avait 1 mois tout neuf dans les ruelles du port. Fin de l'extrait. Alors, il est question dans cette nouvelle, comme dans le poème de guérison, d'apaiser ou de baumer une plaie. Seulement le sommeil prépare en délivrant son chaos de rêve, et pour ne pas avoir la bouche trop pâteuse le matin, il vaut mieux préférer les sommes légers, point trop prolongés. Donc, exactement le contraire de ce qu'on fait en ce moment, en se levant grassement tous les matins. Alors j'aimerais tourner une allure de boucle à cette parole en la commentant comme on annote un texte traduit. C'est une idée qui m'a été donnée par quelqu'un récemment. Je présente ce final comme la traduction commentée d'un texte non traduit. Cela ne signifie pas que prévaut le commentaire sur le texte intraduit, mais plutôt que le texte, même intraduit, est d'ores et déjà lu, pensé, ingéré comme du langage traduit. Donc on va considérer ce texte non traduit comme du langage traduit, pour voir ce que ça fait. Ce contresens me sert à reconnaître la portion de compromission qu'il y a à figer un alignement de mots, comme je viens de le faire, et à excuser le bavardage dont je vous ai affligé par la même occasion. Alors il faut se participer cette contrainte joyeuse du festival comme une fantaisie, et il est évident qu'il y avait un intérêt très limité à répondre par la positive ou la négative à la question du génie créole. Donc je me suis surtout efforcée de vous perdre de la façon la plus malicieuse. Le dialogue ou la confrontation des textes indique pour moi quelque chose de sûr. J'aurais pu en choisir d'autres, mais j'ai déjà beaucoup lu, je pense. Et ça indique qu'il y a de toute façon une grande quantité de théories, de fiction, et de prières même, d'appels, autour de la question de l'existence ou de l'inexistence du génie créole. Pour moi, il est plus intéressant de se plonger dans cet amas en oubliant ce qui m'y a initialement mené, et puis sans chercher à démêler le rien du faux. Il y a là-dedans en fait de quoi nous tourmenter jusqu'à notre prochaine réincarnation, parce que si on se mettait à en faire une étude sérieuse de la même façon, on s'attaquerait à la notion d'authenticité qui pose évidemment problème, sans même vouloir contester cette notion d'authenticité qui parfois a pu fournir des débuts de pensée. Il faut souligner aussi que de toute façon, la Réunion est incapable de penser par l'autochtonie, par exemple, du fait qu'elle a été complètement peuplée à un moment où on dit qu'elle était vierge. Donc, pour la portion de temps accordée, je vous remercie d'avoir écouté. Je vois que comme j'ai un peu speedé et raccourci des passages, ça fait que finalement, je suis légèrement à l'avance, ce qui me permet de revenir sur les références que j'ai données un peu plus calmement, et en sortant de la fantaisie là, que j'avais écrite. Donc je vais faire le tour de ce que j'ai présenté, et cette fois je pourrais donner un peu plus de détails. Alors ça, j'ai volontairement choisi ce petit guide qui n'a rien de littéraire, parce que je l'adore, mais ça c'est uniquement pour les amateurs de botanique. C'est très bien fait, voilà, on a toujours une espèce, des caractérisations, blablabla, très inspirant pour moi. Ensuite, ça je l'avais quand même assez bien montré, puis c'est une référence très facile à trouver. L'homme qui plantait des arbres de la même façon, voilà, c'est une sorte de petite parabole. Je crois que d'ailleurs, je suis même pas sûre qu'on puisse l'acheter. Je me demande si c'est pas un exemplaire qui vient gratuitement parce que là d'ailleurs je vois pas de prix, quand on achète quelque chose d'autre, je me souviens plus comment je l'ai eu. Parmi ce que j'ai montré, il y avait, dans l'ordre, il y avait aussi De Cris, c'est la revue haïtienne dont j'ai parlé. J'ai montré l'exemplaire 2, je peux montrer un peu comment c'est fait à l'intérieur. Hop,
C'est très complet. J'ai le 1 là, mais bon, je vais pas forcément le montrer. Mais c'est très complet. Parfois, il y a des enquêtes. Là, je pense notamment à une très belle enquête photo qui est parue. Non, qui va paraître, je crois. C'est dans le numéro 3, donc oui, qui va paraître, que j'ai corrigé récemment là. Mais voilà, Docreis. Pour ce qui est de Indigo, oui, je disais, je l'ai pas trop présenté. Alors, Indigo, l'intérêt, c'est qu'elle vise Docreis, ça s'intéresse aux cultures créoles en général. Indigo, c'est plus resserré autour d'un espace, donc c'est l'océan Indien. Dans ce numéro, par exemple, le 3, il y a Réunion, Mayotte, Maurice, Rodrigue, Mada, Seychelles et Comores, donc ça brasse quand même très très large. Et puis c'est assez large, hein. C'est sur l'idée de l'Indienne-Océanie. L'Indienne-Océanie, c'est un espace culturel qui est revendiqué. Pour ce qui est de la Réunion, par exemple, il y a déjà eu des tentatives avec... ça, c'était un projet qui finalement a été avorté à la suite. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'affaires là-dessus. Vous pouvez faire des recherches, c'était sur la maison de la culture, des cultures et de l'identité réunionnaise, si je ne me trompe pas. Ça devait être un immense bâtiment, comme le bâtiment qui était construit là par Renzi, par exemple, sur la culture kanak. Voilà, ça se voulait un monument, ça allait être labellisé monument, musée national. Mais finalement, ça a été abordé, mais il y avait une notion qui était sortie de ça, c'était cette notion d'Indienne Océanie. Donc l'idée que l'histoire de la Réunion est à replacer plutôt dans un contexte océanique, avec tout ce que ça implique d'influence culturelle, notamment le lien en fait à faire avec l'Asie qui avait longtemps été occulté. Et puis bon, le lien évident avec l'Afrique, qui n'était pas occulté, mais auquel on préférait le lien avec l'Europe. Donc là, je parle des questions historiographiques. C'était un projet qui était soutenu, qui était composé, soutenu par Karparnin Marimoutou, qui avait aussi, Françoise Vergès avait aussi participé à la constitution du dossier. Et puis finalement, il a été avorté. Ce qui est dommage, mais on peut trouver des dossiers, des archives, des archives dessus. Et du coup, ça c'était quelque chose qui avait inspiré Indigo et que moi j'ai découvert parce que j'avais vaguement entendu parler de cette histoire. Mais finalement, il y a toute une littérature qui s'est constituée là-dessus. Après, il y avait Sam Loong, ça reste dans cet héritage-là. Notamment Orphy, en fait, c'est une maison d'édition qui a pas énormément de moyens, mais qui depuis quelques années essaie beaucoup de publier des ouvrages de La Réunion. Je sais pas si Orphy fait autre chose que... Je crois que non, qu'il fait uniquement des ouvrages en langue française. Et du coup, de la même façon, en fait, dans ces éditions Orphy, il y a un peu de tout, des choses très différentes. Récemment, par exemple, Sam Loong, c'est quelqu'un qui a été plus pris entre guillemets au sérieux, mais ça démarrait. Lui, par exemple, était fondateur de quelque chose qui s'appelait l'UDIR. Donc, c'était l'Union pour la défense de l'identité réunionnaise. Et c'était un moment de promotion qui était un peu difficile parce que c'était aussi les années 80. Enfin, les années 80, ça a été un grand tournant à La Réunion et c'était très lié au militantisme. Donc ça a été assez facile de discréditer beaucoup de postures après d'auteurs qui étaient amis avec telle personne, qui participait à tel comité. Et puis dès qu'on n'était pas d'accord, il y a énormément de querelles entre les municipalités. Donc dès qu'on n'était pas d'accord, on a très vite discrédité quelques travaux de ces auteurs-là. Et en fait là, moi j'en ai redécouvert, non pas que Orphy les remette au goût du jour, mais tout simplement parce qu'ils continuent à les publier. Et parfois c'est des ouvrages qui sont difficiles à trouver. En tout cas, depuis une bibliothèque, des bibliothèques très fournies, ça reste compliqué de les trouver, par exemple, en métropole. Donc, je suis pas entièrement séduite, mais je trouve que c'est très intéressant, surtout qu'il y a un travail historique qui est important et qui vaut la peine qu'on se tourne vers lui, parce que moi, je m'y connais pas du tout. Donc, je découvre beaucoup de choses avec eux, et c'est surtout que je me rends compte qu'ils ont travaillé à un moment où c'était très difficile sur le plan local en fait.
Pareil, hein, ça reste compliqué d'avoir, par exemple, je pense à André Robert, c'est quelqu'un qui plus tard s'est fait connaître quand il est venu à Marseille. Ça restait toujours très difficile à archiver, donc c'est des personnes qui ont essayé d'enregistrer aussi des premières, enfin il y a beaucoup de choses autour de la poésie orale, et ça a démarré par exemple au CIPM à Marseille. Mais c'est vrai que pour ce qui était de la poésie irénienne, il y avait tout un travail à faire autour des fonds de cœur et qui continue à exister. Mais même aujourd'hui, des fonds de Kaiser connus, ça reste compliqué d'avoir accès à des enregistrements. Donc eux font partie des gens qui ont vraiment participé à sauvegarder cette mémoire-là. Et puis faudrait d'ailleurs essayer de poursuivre ça en fait en leur demandant ce qu'ils ont, en essayant de créer des archives aussi. Peut-être sur un plan plus local à l'échelle des municipalités, mais ça demande évidemment des fonds publics si on imagine ça. Après, il y a la construction d'une très grande médiathèque en ce moment à Saint-Paul par exemple, mais apparemment le changement de maire avorte le projet, donc c'est ce qui est dommage, c'est que du coup ce projet qui était une médiathèque, apparemment ça va devenir un conservatoire. Bon, c'est juste que du coup la dimension c'est plus la même dans le sens où le conservatoire je crois que c'est une école, mais c'est plus un point de passage, alors que la médiathèque c'était un lieu public. En plus Saint-Paul c'est quand même une ville c'est une des villes je crois où il y a le plus de lycées, de collèges, donc c'était important comme projet. Et c'est grâce à ce type d'espace qu'on pourrait justement retrouver des choses, enfin tout ce qu'ont fait ces auteurs-là, tout ce qu'ils conservent aussi chez lui, j'imagine que chez eux, je pense que c'est des caves en fait, ça doit être des trésors. Alors, on va bientôt s'arrêter vu que je présente trop longuement à chaque fois. J'ai pas parlé de Saint John Perse, mais j'en fais pas trop. Enfin, c'est tellement facile d'avoir des informations dessus que j'en fais pas trop de présentations. Pareil, bon, glissant, chamoiseau, ça c'est des choses plus connues. Donc moi, je m'attarde un peu plus sur les choses qui sont moins connues exprès. Et je crois après que, oui, ça je l'ai montré. Donc je crois que c'est tout ce que j'ai utilisé. Après, j'avais mis ça de côté exprès si j'avais un peu de temps pour dire que ça aurait été bien en fait d'en parler, mais que de toute façon, à force de dire n'importe quoi là, sur chaque texte que je lis, évidemment, je me suis étalée sans pouvoir solliciter tout ce que j'aurais aimé solliciter. Donc il y a par exemple ça que j'aime beaucoup, un long poème qui est très très beau. C'est sûr que si je disais, j'arrêtais pas de dire je fais pas une étude sérieuse, donc c'est pas grave, mais c'est sûr que ça c'est vraiment quelque chose avec laquelle... Enfin, c'est vraiment un livre avec lequel on pense la créolité aussi. C'est très très beau. Donc je renvoie aux travaux de Walcott en général. Il y en a quelques-uns traduits. Enfin, lui, il n'est pas traduit, dans tous les cas. Après, il y a quelques traductions pour les personnes qui aiment un peu moins lire en anglais. Et il y en a des traductions plus ou moins bonnes. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est traduit sous le titre de Café Martinique. Je sais plus qui l'a traduit. Ça regroupe plusieurs essais comparus indépendamment les uns des autres. Et ça peut être une bonne introduction à la pensée de Walcott. Il y a des textes qui sont très très beaux, qui sont vraiment... Après Walcott par exemple, c'est quelqu'un qui dit aussi que pour lui la composition d'un poème c'est comme une prière. Donc j'ai pas cité Walcott quand j'ai dit ça, mais c'est de Walcott que m'est venue cette pensée. Et il y a des choses très très belles en fait autour de ça. Puis c'est quelqu'un qui dans les entretiens aussi est très simple, il est limpide, un peu comme Chamoiseau en fait, il est hyper limpide. Et donc c'est très plaisant à lire, même sans connaître ses œuvres ou ses poèmes. Il y a aussi des pièces de théâtre, mais il y en a très peu qui sont traduites. Et elles sont difficiles à trouver, il n'y a aucune édition qui regroupe, même des éditions en anglais, j'en ai trouvé aucune qui regroupe l'ensemble du théâtre. Mais c'est très très beau, ça je recommande vivement. Et du coup, si je recommande ça, c'était impossible de pas recommander ça aussi. Pareil, Braithwaite, c'est la même histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traduction. Il y a une traduction d'ailleurs d'une pièce de théâtre en revanche. C'est assez courageux cette traduction, parce que c'est très difficile à traduire. Ça, j'aime bien. Donc ça, la traduction, c'est Rêve Haïti. C'est pas en bilingue malheureusement, mais je recommande aussi surtout le recueil The Harry Vance, il est vraiment vraiment beau. Il n'y a pas besoin de lire vraiment l'anglais
très très bien. Enfin, d'ailleurs, moi, c'est pas mon cas, je lis mal l'anglais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça suffit pour lire ça tellement que c'est fort, c'est vraiment beau. Et ça, du coup, ce que j'ai montré, je le remonte juste pour la référence. C'est paru chez Mémoire d'Encrier. Mémoire d'Encrier a des choses vraiment très très bien, donc je vous invite à aller voir. Et c'est une maison d'édition québécoise, si je me trompe pas. Ouais, c'est québécois. Et du coup, ça montre bien aussi qu'il y a des tentatives qui sont en train de faire autour de ce poète, ce qui est assez, enfin très difficile même. Et donc, on ne peut que saluer cette traductrice, Charlotte, non, Christine Pagnol. Voilà, j'invite à aller voir aussi cette référence-là. On peut trouver, sinon, il y a des traductions là qui ont paru chez Poésie Bao qui a donné quelques traductions partielles, mais que moi j'aime pas trop. Donc, vaut mieux lire le texte, je pense, vaut mieux lire le texte en anglais. Et ça aussi, ça se trouve facilement sur internet. C'est c'est très très beau. Et puis pour penser cette fois la créolité, mais en d'autres termes, avec les termes de l'Atlantique noir, ça c'est les termes de Paul Gilroy, mais ça c'est beaucoup plus théorique. Évidemment, on utilise Braithwaite, notamment aussi la notion de nation language, qui est une notion qui sert aussi à mieux entendre ce qu'il essaye de faire avec les voix dans ses recueils. Et ça, c'est vraiment une ouverture sur la Caraïbe. Hein. C'est une ouverture très large sur la Caraïbe. Ça permet de faire des points de connexion avec beaucoup d'autres auteurs. Donc c'est assez synthétique. Bon, il est 15h59 là, donc je vais arrêter. Du coup, merci pour l'écoute. Très brièvement, merci à Patrice encore une fois, à Frédéric, aux personnes qui m'ont encouragée. Merci à la Héraudière dans laquelle je vais bientôt aller. Et vous pourrez me faire des retours si vous avez envie et m'infliger vos corrections aussi. Voilà, merci beaucoup pour l'écoute et puis à bientôt. J'enverrai d'ailleurs si vous voulez les références de des choses que j'ai lues. Enfin là je dis par exemple que le poème il était issu de Éloge de Saint John Perse, mais si vous voulez plus précisément le poème, des choses comme ça, n'hésitez pas à me demander, je peux mettre les documents à disposition. Voilà. Ciao.